Bonjour madame. Bonjour monsieur. On vous rencontre aujourd'hui, vous êtes professeur à l'Université de Toulon, spécialiste des États-Unis. Accepteriez-vous de nous donner votre première analyse sur ce qui vient de se passer dans l'Iowa ? Oui, alors merci beaucoup de votre invitation. Alors l'Iowa, c'est vrai que tout le monde l'attendait avec impatience, ce caucus. On attendait Trump, on attendait Hillary, et puis depuis les dernières semaines, il y a du nouveau, il y a eu pas mal de chamboulements. On a eu Bernie Sanders du côté démocrate qui a rattrapé Hillary. Il ne faut pas oublier qu'il y a encore quelques mois, en juin dernier, elle avait 60 points d'avance sur lui. Et là, ça s'est vraiment joué au coude à coude entre Hillary Clinton et Bernie Sanders du côté démocrate. Et du côté républicain, c'est Ted Cruz qui l'a emporté. Alors, pour ce qui est des républicains et le caucus de l'Iowa, il faut savoir que l'Iowa, c'est un État très conservateur où le vote évangélique chrétien est très fort. Donc le vainqueur de l'Iowa chez les républicains n'est pas forcément le vainqueur du ticket républicain. Il faut savoir qu'en 2008, c'était Huckabee, donc un pasteur évangélique qui avait gagné. C'est pas lui qui a remporté la nomination du parti. En 2012, c'était Rick Santorum, un catholique très traditionnaliste. Là encore, ce n'est pas lui qui a remporté la nomination du parti. Donc c'est un État qui fait la part belle aux religieux assez radicaux. Ça ne préjuge pas pour autant de l'issue du scrutin. Mais Cruz fait un beau comeback quand même, parce qu'il y a encore quelques temps, c'était Trump qui était prévu comme le vainqueur de cette primaire, de ce caucus de l'Iowa. Si on reste chez les républicains, pour vous qui êtes une spécialiste, comment interpréter ce discours populiste qui se développe et qui ne présente en aucune manière une possibilité de société ? Alors, le discours populiste, il n'est pas nouveau. C'est vrai qu'il a une prégnance qui est toute particulière. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Américains ont une méfiance considérable envers les élites politiques, et notamment les élites de Washington. Sondage après sondage, depuis des années, révèle que la confiance des Américains envers leurs élus au Congrès fédéral est très faible. On parle de 10-12%. C'est un rejet du fédéralisme ? Un rejet du fédéralisme, en partie. Un rejet des élites de Washington, coupé des réalités. Ce qui fait que beaucoup de candidats actuellement dans la campagne se présentent comme des outsiders, et ce sont les candidats qui se présentent comme des outsiders qui semblent réussir. L'exemple de Trump est sans doute le plus évident, Trump qui n'a jamais eu de mandat électif de quelque nature que ce soit. On peut penser aussi à Ben Carson, même s'il a perdu pas mal de son aura, celle qu'il avait encore il y a quelques mois. Ben Carson, c'est le neurochirurgien très renommé, pareil, aucun mandat électif jusqu'à présent, donc il se présente comme un parfait outsider. L'exemple de Carly Fiorina aussi, la candidate républicaine, ancienne PDG de Hewlett Packard. Elle a brigué un mandat en Californie en 2010, elle a perdu, mais du coup voilà, elle peut se présenter vraiment comme la femme qui incarne le monde de l'entreprise et non pas le monde politique. Et puis la personne à suivre à mon avis dans cette élection, Ted Cruz, qui se présente comme un outsider alors qu'il est quand même sénateur de l'État du Texas, mais il arrive très bien à faire passer, à accréditer l'image qu'il ne fait pas partie de cette élite washingtonienne. Donc, voilà. Et du côté des démocrates, on retrouve un populisme moins exacerbé, mais l'attrait que présente la candidature de Bernie Sanders. Quand on regarde de plus près, Sanders, il est sénateur, certes, mais il est indépendant. Donc il a souvent été affilié au Parti démocrate. Là, il se présente sous les couleurs du Parti démocrate, mais il n'a jamais eu sa carte de démocrate. Donc il se un de ses handicaps, voilà. C'est que pour les Américains, il se présente comme socialiste, et aux États-Unis, socialiste est un gros mot. C'est un gros mot, absolument. Ça plaît à une certaine frange de l'électorat démocrate, puisque de toute façon, les primaires et les caucus mobilisent les militants, les personnes qui sont les plus marquées politiquement au sein des partis respectifs démocrates et républicains. Donc c'est un atout pour Sanders pendant la campagne des primaires. En revanche, si jamais il emportait l'investiture démocrate, ça serait clairement un inconvénient pour les démocrates au moment de la campagne générale pour l'élection de novembre. Mais pour vous qui suivez les États-Unis de près depuis de longues années, est-ce que cette différence d'un demi-point au premier caucus n'est quand même pas une grosse surprise ? Si, c'est une grosse surprise. Bon, depuis quelques semaines, on sentait que ça venait. Alors, certaines personnes disent que c'est quand même mieux pour Hillary Clinton qu'en 2008, où ça avait été carrément, si je peux m'exprimer ainsi, une raclée. Là, elle sauve les meubles. Mais bon, ce qui est inquiétant, c'est que le New Hampshire s'annonce pour elle
pas très bon. Il faut savoir que Hillary Clinton, elle va plutôt miser sur les États du Sud, elle compte sur l'électorat afro-américain, elle compte sur les femmes. Sanders, lui, c'est les jeunes, les classes moyennes blanches. Donc, bon, Hillary Clinton est apparemment quand même assez rassurée. Je crois qu'elle s'attendait peut-être même à pire encore. Et surtout, le spectre de 2008 planait à nouveau sur sa campagne. Il ne faut pas oublier qu'en 2008, c'était l'archi-favorite, jusqu'à ce qu'un petit nouveau fasse irruption sur la scène politique avec les résultats que l'on sait. Donc, il y avait vraiment la crainte de cette redite de 2008. Prochain caucus cette semaine. Que peut-on en attendre? Le New Hampshire est généralement un territoire de bascule. Absolument. Alors le New Hampshire, je crois qu'il y a vraiment une chose importante à dire là-dessus, c'est que selon l'État, en fait, les personnes qui peuvent participer varient. Et le caucus de l'Iowa, c'est un caucus où, il me semble, les personnes doivent être des militants du parti. Le New Hampshire, c'est un État où d'abord c'est une primaire et non pas un caucus, et où les indépendants peuvent participer. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'être un membre en bonne et due forme du Parti démocrate ou républicain pour voter. Du coup, c'est beaucoup plus ouvert, et ça laisse la voie plus ouverte aux indépendants de faire pencher la bascule. Ce qui explique sans doute la victoire annoncée en tout cas de Trump d'un côté et de Sanders de l'autre. Voilà ce qu'on peut en attendre en tout cas. Sanders est en train de faire bouger les lignes parce que dès le début de sa campagne, il touche des phénomènes de société, je pense à un notamment, il a annoncé que s'il était élu président, il légaliserait la marijuana sur l'ensemble de tous les États. Et vu de France, c'est quelque chose, j'allais dire, de stupéfiant. Oui. Merci pour cette boutade. Oui, alors il parle de légaliser la marijuana, il parle d'avoir un système de santé universel à la française, il parle de rendre l'université publique gratuite. Il suscite un engouement qui est absolument incroyable. Et il faut savoir qu'il a 74 ans et que les jeunes le suivent, s'engagent pour lui, se mettent à militer pour lui, bénévolement, beaucoup plus qu'ils ne le font avec Hillary Clinton. Et je crois que c'est vraiment, il y a une espèce de fraîcheur associée à lui, qu'on ne retrouve pas du tout chez Hillary Clinton, qui est perçue un peu comme une professionnelle de la politique. Et lui, il est vraiment perçu comme un homme qui a des convictions. Et même si elle dérange, par exemple la drogue, la légalisation de la marijuana, pardon, pas de la drogue, mais de la marijuana, bah voilà, c'est quelqu'un qui a un franc-parler et qui a des convictions et qui est fidèle à ses convictions. Et ça, c'est vraiment un atout par rapport à une femme comme Hillary Clinton, dont on pense en fait que tous ses propos sont millimétrés. On lui reproche aussi d'être proche des milieux de la finance. Absolument. D'être vraiment l'allié de Wall Street, de ne vouloir que trop peu réglementer la banque. Bernie Sanders, lui, il a effectivement un projet assez ambitieux de rétablir certaines lois, d'ailleurs, qui avaient été mises en place du temps du New Deal, séparer notamment au sein des banques les activités de banques de détail et de banques d'affaires pour éviter que ce soit dans l'épargne des petits épargnants qu'on pioche pour éponger les dettes d'initiatives un peu osées sur les marchés financiers. Donc tout à fait, Hillary Clinton, elle pâtit de tous ces soupçons qui peuvent exister quant à son alliance avec le big business, avec Wall Street, et qu'en gros, rien ne changerait vraiment avec elle, quoi. Pour éclairer nos internautes, le taux d'abstention aux États-Unis, il est assez fort. c'est symptomatique d'un rejet? Alors, c'est symptomatique. J'entendais, tout simplement pour vous dire, hier, il y a 110 millions de spectateurs pour le Super Bowl et 129 millions d'électeurs aux États-Unis, en général à une présidentielle. Oui, ça peut être symptomatique d'un rejet. On peut constater d'ailleurs que parfois même les élections locales sont en tout cas suscitent plus d'engouement. Il me semble qu'il y a un rejet, le sentiment que Washington ne règle pas les vrais problèmes, ou que Washington n'est pas conscient des enjeux qui touchent la population locale. Oui, il y a vraiment une méfiance, effectivement. Je crois que la dimension fédéraliste n'est pas à négliger quand on envisage les États-Unis. C'est peut-être quelque chose qui est difficile pour nous, issus d'un pays assez centralisateur. D'Europe, on ne perçoit pas, par exemple, qu'il y a des mouvements qui appellent à la sécession. Absolument. Il y a très peu de temps, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, dans l'Oregon, un mouvement donc, de fermiers qui ont pris possession de terres fédérales en les réclamant le droit de laisser leurs troupeaux paître sur ces terres. Absolument, il y a beaucoup de mouvements antifédéralistes. Je peux évoquer aussi l'exemple de Timothy McVeigh qui avait fait exploser un bâtiment fédéral à Oklahoma City dans les années 90. Clairement, il s'en prenait à l'État fédéral. Je crois qu'on n'a pas bien conscience de ça en France. C'est quelque chose qui nous est assez étranger et qui n'est pas évident à comprendre. Mais je crois que tant qu'on n'a pas compris ça, on n'a pas compris les États-Unis.
Et vraiment, la méfiance vis-à-vis de Washington, les Américains parlent de inside the Beltway. The Beltway, c'est cette espèce de boulevard périphérique qui ceinture Washington, et tout ce qui se passe à l'intérieur de ce périphérique est comment dire, quelque part associé à des choses assez négatives, d'entente, de collusion, de népotisme. Enfin voilà, il y a toutes ces associations assez péjoratives pour tout ce qui porte sur Washington. Oui, absolument. Merci beaucoup. Merci à vous.